Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure de la première édition d'information sur Al-Oula. Voici les principaux titres de l'actualité. Ce mardi 10 août, nous célébrons la Journée nationale du migrant. Nous apporterons un éclairage notamment sur le rôle dévolu au MRE dans le nouveau modèle de développement. Pour nous en parler, nous serons en duplex avec Youssef Chihab, spécialiste de géostratégie et développement international. La Journée du migrant traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les Marocains du monde, qui constituent quelques 10% de la population totale du royaume. Une nouvelle vague de chaleur est prévue dès jeudi sur la majeure partie du royaume, en zone rurale et loin des zones côtières. Les jeunes trouvent refuge dans les seguias pour quelques moments de fraîcheur, tout en ignorant les dangers de la baignade dans ces endroits à haut risque pour leur vie et leur santé. Nous suivrons l'exemple à Bni Mellel. Et puis l'opération de vaccination se poursuit à un rythme soutenu. Les centres de vaccination sont pris d'assaut par une population jeune, les 20-24 ans et les 25-30 ans. Une population très active mais aussi à très haut sens de responsabilité et qui adhère en masse à l'opération de vaccination. Nous serons en direct avec une immunologiste pour nous éclairer sur l'importance de l'immunité et son évolution par rapport au coronavirus. Meilleurs vœux pour ce nouvel an du calendrier lunaire. Nous sommes le 1er Muharram de la nouvelle année de l'Hégire 1443. Puisse Dieu en ce mois béni combler de ses faveurs Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amil Mouminin et renouveler pareille occasion pour le souverain dans la grandeur et la gloire, pour son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan et l'ensemble des membres de l'illustre famille royale, dans les bienfaits pour le peuple marocain et l'ensemble de la Oumma islamique, dans le progrès, la prospérité, la sécurité et la quiétude. Ce mardi 10 août, c'est la Journée nationale du migrant, l'occasion d'évoquer la situation des Marocains résidant à l'étranger et de mettre en lumière leurs acquis ainsi que leurs défis, tout en explorant leurs liens avec la mère patrie. Ce soir, nous vous proposons de faire la rencontre de deux jeunes qui ont choisi de rentrer au pays pour investir et contribuer au rayonnement économique de leur région. À Berkane, c'est un reportage signé Rachid Latabi, Oumay Marrabli. Ahmed Terifit, la quarantaine. Ex-marocain du monde, il y a 20 ans, il quitte les Pays-Bas pour s'installer définitivement au Maroc. Un retour sous le signe de l'investissement. Passionné de la terre, il choisit d'abord de se lancer dans l'agriculture. Et c'est à Berkane, fief de l'orange marocaine, qu'il achète sa toute première ferme. Un projet qui donne ses fruits. C'est en 2000 que j'ai lancé ma première ferme agricole dans la région de l'Oriental. Déjà en cette période, ce n'était pas bien compliqué d'investir. Ce premier projet a bien marché. En plus, c'est une belle expérience que j'ai beaucoup vantée à mes amis. Mustafa Msaoudi vient de Belgique. Lui aussi a choisi l'Oriental pour lancer son tout premier projet. Encouragé par son ami de longue date, il est porteur d'un projet à l'européenne, une plage privée. Je suis rentré au Maroc avec l'idée d'investir dans le tourisme. La région de l'Oriental a beaucoup de potentiel. Il faut l'exploiter. En plus de cela, l'investissement est désormais chose facile. De quoi encourager les Marocains du monde à venir avec des idées innovantes pour contribuer davantage à l'essor économique. Faire contribuer les Marocains résidant à l'étranger au rayonnement économique du Maroc, un volet qui occupe une place de choix dans le nouveau modèle de développement. Nous passons à la météo. Nous le disions, une nouvelle vague de chaleur est prévue à partir d'après-demain jeudi. La région de Bni Mellel connaît des températures très élevées en cette période d'été. En zone rurale, les jeunes de la région trouvent refuge pour quelques moments de détente et de rafraîchissement dans les seguias en ignorant les dangers de la baignade dans ces endroits à risque pour leur vie et leur santé. Reportage Mounia Marouche, Oumay Marramli, Omar Jleidi. À chaque fois que le mercure grimpe, ces adolescents se précipitent vers cette seguia qui traverse leur commune dans la province de Bni Mellel.
Pieds dans l'eau, il s'offre une petite parenthèse rafraîchissante, loin de la chaleur étouffante de l'été. Une baignade pourtant pas sans risque. La plupart des jeunes qui se noient ne savent pas nager et ils ne sont pas de la région. Ces sguillas sont parfois très profondes. Certains ignorent ces détails et finissent leur vie engloutis par les flots. En plus du danger de noyade, certains enfants peuvent attraper diverses maladies infectieuses dues aux parasites polluants dans les eaux stagnantes. Nager dans les fleuves et sguillas peut s'avérer dangereux pour la santé, notamment celle de la peau, mais également au niveau du système digestif. Cela est dû à un certain nombre de micro-organismes parasitaires bactériens ou virales. Même si les sguillas et les fleuves ne sont pas faits pour la baignade, plusieurs jeunes de zones rurales continuent à s'y aventurer. En l'absence d'autres alternatives, ils demeurent leur unique terrain de jeu à chaque saison estivale. Il fera donc très chaud à partir d'après-demain jeudi. Il fera entre 42 et 47 degrés dans les provinces de Bni Mellal, Berkane, Boulmen, Chebchaouen, Driouch, El Hajeb, Qalat Srarna. Il fera également très chaud entre 42 et 47 à Rachidia, Fès, Ibn Salah, Gersif, Jrada, Khnifra, Meknes, Moulay Yacoub, Nadour, Wazan, Oujda, Angad, Sfrou, Stad, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Taounet, Taourir, Tata, Taza et Zagoura. Ce 10 août, c'est la journée nationale du migrant. Pour parler justement de cette journée, sa signification profonde, ses objectifs, c'est un MRE spécialiste de la question que nous invitons ce soir. Youssef Chihab, bonsoir. Vous êtes professeur universitaire à Paris-Sorbonne Nord, spécialiste de géostratégie et développement international, analyste politique. Vous êtes auteur d'ouvrages traitant de questions identitaires en lien avec les Marocains du monde. Je cite le tout dernier, Le silence des mots, ou encore celui dont votre propre fille fait la couverture, Pourquoi tu es venu en France, papa? En effet, effectivement. Alors, professeur, justement, le Maroc de demain se construit aujourd'hui. Le nouveau modèle de développement mis en chantier sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI s'appuie notamment sur la contribution intellectuelle en expertise et en investissement de la part des compétences marocaines à l'étranger. Alors, comment cela? Alors, bien entendu, il est de coutume que... Youssef Chihab, je crois que nous avons un petit problème. Cette image a évolué depuis Je crois que nous avons un petit problème de son qu'on va essayer de régler tout de suite. On passe à présent aux indicateurs épidémiologiques concernant le Covid. 9778 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. 105 décès. Les cas actifs se chiffrent à 75 818, pendant que les cas sévères et critiques continuent leur hausse. 1692 nouveaux cas de plus en 24 heures. 58 patients sont intubés. La campagne vaccinale poursuit son cours. Plus de 15 423 000 personnes ont bénéficié de la première dose, pendant que plus de 11 114 000 autres sont complètement immunisés. Et puis les vaccinodromes aujourd'hui, les différents centres de vaccination à partir de demain pris d'assaut par une population jeune. Les 24 ans et les 25-30 ans dominent en cette forte affluence, témoignent d'un haut sens de responsabilité dans notre pays, car la vaccination permet d'atteindre rapidement l'immunité collective et de barrer la route à la propagation du virus. Tout est question d'immunité. Place à présent à notre rubrique quotidienne qui donne la parole aux dirigeants des partis politiques dans la perspective des prochaines échéances électorales du 8 septembre. Ce soir, nous entendrons Mohamed Darif, il est président du parti des néo-démocrates.
تحدي يواجهنا وأن نعمل على إعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم وإرجاع المصداقية. Le principal défi auquel nous sommes confrontés consiste à œuvrer à rétablir la confiance des Marocains en leurs institutions. Et cela avec la crédibilité des formations politiques. Le tout dans l'objectif d'asseoir et de garantir une réelle représentativité aux différentes composantes politiques. Cela ne pourrait se produire sans l'organisation des prochains scrutins et sans une vraie compétition électorale. Nous affirmons, et c'est plus qu'une affirmation en fait, c'est plutôt un engagement, que plus de 80% des candidats du parti des néo-démocrates, que ce soit ceux au niveau des communes territoriales ou alors à la Chambre des représentants, sont âgés de 40 ans et moins. Nous avons en plus une représentativité tout à fait équilibrée en termes de participation des jeunes et des femmes. Et cela n'est pas uniquement lié à cette période électorale. Nous avons toujours œuvré à ce que les jeunes et à ce que les femmes assurent des postes de responsabilité au sein des différentes structures de notre parti. Plusieurs comités de coordination provinciaux et communaux sont d'ailleurs dirigés par des femmes et des jeunes dont l'âge ne dépasse guère les 23 ans. Quand nous avons fondé le parti des néo-démocrates en 2014, la principale devise que nous avons alors défendue et mise en avant consistait à réconcilier la politique et le savoir d'une part, et puis la politique et la culture d'autre part. Nous tenons impérativement à ce que nos éventuels élus, que ce soit au niveau local, provincial, régional ou alors national, remplissent certains critères. Nos critères sont d'ailleurs bien définis et se rapportent essentiellement au niveau intellectuel qui doit être honorable. Nous insistons également beaucoup sur le travail de terrain. En plus d'une bonne formation académique, nos candidats doivent jouir d'une solide expérience associative accumulée en amont. Vient ensuite le troisième critère qui nous est tout aussi fondamental, celui de la bonne moralité et de la bonne réputation. الشرط الأول لإنجاح الاستحقاقات المقبلة أولاً. Pour la réussite des prochaines échéances électorales, il faut d'abord que les partis politiques mandatent avec responsabilité des candidats qui soient compétents et crédibles. Il faut également que les citoyens marocains revoient certaines de ces positions. Par exemple, la question du boycott électoral. Ce n'est clairement pas ainsi que nous allons parvenir à tordre définitivement le cou aux mauvaises pratiques qui entachent la gestion de la chose publique. Autre parti, autre programme politique. Cette fois, il s'agit du parti du Centre social. Nous écoutons son secrétaire général, Lahsen Madih. بالنسبة للأولويات أولا نتمنى ندوزو انتخابات في جو رائع بالنظر إلى جائحة كورونا التي قاتلها المغاربة وانتصروا عليها إلى حد ما. Avant de répondre à la question concernant les principales priorités, nous espérons tout d'abord que les prochaines échéances électorales vont se dérouler sous de bons auspices, puisque nous sommes dans un contexte de pandémie. Les Marocains ont certes plus ou moins résisté et vaincu le Covid-19, mais le défi reste encore de taille. Le deuxième défi est pour nous d'ordre éthique. Nous espérons que les scrutins en question vont se passer dans une ambiance empreinte d'une totale transparence et très loin des mauvaises pratiques qui portent atteinte aux valeurs morales. Car notre démocratie a fortement besoin d'un saut qualitatif et aussi parce que le Maroc suscite un grand intérêt au plan mondial. Le Maroc qui compte beaucoup sur l'échiquier international
Et donc les élections qui y seront organisées font partie intégrante de cette réputation internationale. Au sein de notre parti, celui du centre social, et comme il a toujours été de coutume, nous ne mettons en avant que des jeunes, des cadres dynamiques qui se portent candidats dans les 4 coins du Maroc. Et je peux vous dire que les jeunes qui nous représentent au Parlement sont très nombreux, aussi bien les hommes que les femmes. Leur âge ne dépasse pas les 40 ans. Nous sommes un parti où les jeunes et les femmes dirigent. Les femmes représentent d'ailleurs 50% des membres du parti. Notre formation politique dispose en plus de plusieurs organisations où ces jeunes et ces femmes justement sont pleinement actifs, y compris dans l'organisation des prochaines élections. On ne peut absolument pas recommander des personnes dont le dossier est entaché par des antécédents judiciaires concernant la gestion de la chose publique. Pour ce qui est de notre programme électoral, surtout au niveau des communes, eh bien, nous avons été clairs et intransigeants concernant les infractions commises par les élus. Des infractions qui sont connues de tous et qui sont bien notifiées d'ailleurs par le ministère de tutelle. Et cela dans le but de contribuer à les éradiquer. Nous promettons aux citoyens marocains que nos élus ne vont pas commettre de telles pratiques illégales, car il y va déjà de la réputation de la commune et puis des intérêts des citoyens. وبمصالح المواطن عبر الجماعة. هذه الاستحقاقات لا يمكن أن تعرف نجاحا. Ces échéances électorales ne peuvent pas être couronnées par une réussite sans la participation des femmes et des jeunes, que ce soit pour les élus ou pour les électeurs. Laisser la voie libre et le chemin vide, voilà ce qui risque de virer vers l'échec. Il s'agit d'une période charnière pour notre pays. Il faut que les Marocains choisissent leurs représentants pour les prochaines années. Toute passivité, eh bien, ils risquent d'en payer les frais. Retour à la situation épidémiologique. Nous le disions tout à l'heure, 9778 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures et 105 décès. Il faut dire aussi que la campagne de vaccination s'accélère. Et faut-il le rappeler, il faut 2 doses de vaccin pour booster l'immunité. Alors, comment fonctionne cette immunité? Nous avons avec nous pour en parler une immunologiste, Dr Fatiha El-Hilali. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ma première question, pourquoi il y a des personnes qui résistent au coronavirus et d'autres qui tombent plus ou moins gravement malades? Comment l'expliquer au plan immunologique? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite à l'ensemble des Marocains et des musulmans une excellente année de l'hégire. Et avant tout, je tiens à rappeler que la science de l'immunologie est une science très récente, complexe et compliquée, mais elle avance à pas de géant. Et ce qu'on connaît actuellement de notre système immunitaire peut être comparé au sommet d'iceberg dans un océan d'inconnus. Effectivement, les personnes atteintes de Covid pourraient présenter un large éventail de symptômes du fait que la Covid affecte et se propage dans de nombreux organes de notre corps. Le système nerveux, par exemple, le système digestif et essentiellement le système respiratoire. La sévérité des symptômes que provoque la Covid-19 est aussi extrêmement variable et surtout tragiquement et étrangement sélectif. Pourquoi? Parce que certains cas n'entraînent aucun symptôme sévère, tandis que pour d'autres, ça peut engager le pronostic vital. Et cette étrange variabilité dépendait de l'âge, du sexe, de l'ethnie, de l'état physiologique de chacun de nous, de nos gènes, de l'immunocompétence et des comorbidités comme le diabète, l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires
et neurologiques. Alors docteur, quand une personne tombe malade du Covid-19, elle développe une immunité, des anticorps. C'est quoi d'abord la différence entre l'immunité innée et l'immunité acquise, et comment fonctionne la mémoire, si l'on peut dire ainsi, des anticorps? Alors, pour assurer notre protection, le corps humain possède deux mécanismes de défense, l'immunité innée et adaptative. L'immunité innée comprend aussi deux lignes de défense, une ligne de défense externe physique ou chimique qui empêche la pénétration des agents infectieux dans notre organisme. Alors, il est constitué de la peau, de muqueuses et des sécrétions comme la salive, les larmes et le suc gastrique, par exemple, et la salive. Alors, il y a une deuxième ligne de défense qui est interne, qui va empêcher la multiplication des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer dans notre organisme. Il est constitué de cellules immunitaires comme les macrophages, les neutrophiles, les monocytes, les cellules dendritiques et autres, et plusieurs types de protéines comme les cytokines, les interférons et les compléments. Ce type d'immunité est une défense rapide, immédiatement active en cas d'agression. Elle est indépendante des agents infectieux, c'est-à-dire non spécifiques, et ne constitue pas de mémoire immunitaire. Alors que l'immunité acquise, c'est à la suite de l'interaction entre immunité innée et agent pathogène. L'antigène ou agent infectieux ou pathogène active directement des cellules qui s'appellent les lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps spécifiques et implique aussi les lymphocytes T activés par les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, cette immunité, elle est lente, spécifique et garde une mémoire immunitaire. Alors, autre question, docteur. Pour un primo-vacciné, comment évolue son immunité par rapport au coronavirus? Alors, pour le primo-vacciné, c'est comme l'infection naturelle, c'est un groupe, c'est-à-dire à l'issue de la vaccination ou l'infection naturelle, un groupe de lymphocytes B et T qui s'appelle mémoire et qui est capable de garder toute l'information sur le corps étranger, va être stocké dans les organes lymphoïdes comme la rate, la moelle osseuse, les ganglions et le thymus. Alors, et si le microbe revenait, ces lymphocytes T et B vont le reconnaître et vont déclencher une réponse immunitaire beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus spécifique. Alors, ma dernière question, comment booster son immunité naturelle? Alors, il faut toujours prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il faut tout d'abord passer par un ensemble de gestes qui sont simples, qui doivent rentrer dans nos mœurs et dans nos quotidiens de chacun et chacune de nous. Je vous rappelle les gestes de prévention. Il faut éviter les regroupements, se laver les mains autant que possible et fréquemment, et même le visage. Il faut éternuer dans un mouchoir à éliminer proprement. Il faut porter de masques, désinfecter les surfaces suspectes. Il faut aussi bien se nourrir, augmenter les apports en protéines de qualité, en vitamines et en éléments minéraux naturels, le zinc, le magnésium, vitamine D et B-complexe. Ces éléments permettent le bon fonctionnement de nos organes. Manger les dattes, les fruits secs, les protéines. Pour les protéines, il faut manger du poisson, des œufs, de la volaille, c'est accessible. Et parce que aussi, notre anticorps sont des glycoprotéines. Alors, pour fabriquer les anticorps, il faut un apport équilibré. Pour fabriquer nos anticorps, il faut un apport équilibré en acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas fabriquer de lui-même, et parce que la fabrication de nos anticorps et l'acquisition de notre immunité en dépend. Docteur Fatiha El-Hilali, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur immunologiste. Voilà, j'arrive à le prononcer.
La terre a de nouveau tremblé à Driouch. 3 secousses telluriques de magnitude comprises entre 3,7 et 3,9 degrés sur l'échelle de Richter ont été enregistrées aujourd'hui à 10h02 8 secondes, 10h04 21 secondes et 10h05 46 secondes. L'épicentre de ces 3 secousses est situé au large de la province de Driouch, indique l'Institut national de géophysique. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain.